Guinée, Mali, Tchad, Niger, Burkina Faso. Les récentes inondations ont engendré une véritable catastrophe humanitaire. Elles ont causé la mort de dizaines de personnes, laissé des centaines de milliers de sinistrés et plongé des dizaines de milliers de familles dans une situation désespérée, sans abri ni ressources. Au Mali, la situation est particulièrement grave au point que les autorités ont dû décréter l'état de catastrophe naturelle. Le pays, déjà fragilisé par des années de conflits et d'instabilité politique, se retrouve maintenant confronté à une crise environnementale d'une ampleur sans précédent. Les autres pays touchés par ces inondations ne sont pas en reste. Au Niger, au Burkina Faso, au Tchad et en Guinée, les pluies torrentielles ont également provoqué des dégâts considérables. Des villages entiers ont été engloutis sous les eaux, laissant des milliers de familles sans toit. Les infrastructures routières, déjà précaires, ont été lourdement endommagées, compliquant les opérations de secours et d'assistance humanitaire. Ce phénomène météorologique d'une intensité exceptionnelle est attribué à des précipitations bien au-dessus de la normale. Dans plusieurs pays du Sahel, la saison des pluies est entamée avec des impacts considérables sur les populations, leurs conditions de vie et leurs déplacements. D'autant plus que les experts prévoient des précipitations supérieures à la normale cette année, avec déjà tous les dégâts que ça a créés. Je vais vous dire ce que je pense de cette affaire d'inondation et déjà, sachez que je suis de ceux qui envisagent très facilement, très fortement le fait que ces inondations peuvent ne pas être causées naturellement. Je suis de ceux qui envisagent avec sans aucun problème le fait que ça peut ne pas être naturel, oui. Ça ne me surprendrait pas d'apprendre que ces inondations sont provoquées, du moins que ces fortes précipitations soient provoquées. Et après, le fait que nous soyons extrêmement mal préparés pour les inondations, fasse en sorte que ça ait des dégâts incommensurables sur des vies humaines. Et comment est-ce qu'il pourrait provoquer ça? Par la géo-ingénierie. La géo-ingénierie fait référence à des techniques visant à manipuler délibérément les systèmes climatiques de la Terre pour contrer les changements climatiques ou encore ses effets. Certaines techniques de cette science sont utilisées pour influencer les précipitations comme la modification de nuages ou encore la dispersion de particules dans l'atmosphère. Évidemment, c'est une science qui a des implications imprévisibles et dévastatrices sur l'environnement. Créer des inondations intentionnellement à grande échelle, à l'aide de la géo-ingénierie, n'est pas généralement l'objectif de cette technique. Mais de temps à autre, on s'en sert pour déstabiliser des pays qui sont encore sous le choc d'autres choses. C'est-à-dire les pays qui sont encore sous la corde rouge là, mais qui disent qu'ils ne veulent plus d'une certaine hégémonie. Vous voyez de quoi je parle. Et maintenant, dans un scénario hypothétique, il serait techniquement possible d'utiliser certaines formes de géo-ingénierie pour influencer les précipitations dans les régions spécifiques comme l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, etc., etc. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. La modification des nuages est une technique courante évoquée pour influencer les précipitations. Elle consiste simplement à introduire des substances telles que l'iodure d'argent dans les nuages pour favoriser la formation de gouttelettes de pluie. Cela pourrait potentiellement augmenter les précipitations dans une région, fortement les augmenter. Et si maintenant ces régions ne sont pas habituées ou n'ont pas été construites ou n'ont pas les infrastructures nécessaires pour tanker une certaine quantité de pluie, les gens sont inondés. Une autre approche, une autre technique pourrait être la manipulation des courants atmosphériques ou même la manipulation des phénomènes climatiques globaux tels que les courants gers ou les zones de haute pression. Cela pourrait théoriquement changer les régimes météorologiques dans certaines régions et augmenter les précipitations. Donc je vous dis des choses qui sont possibles, c'est réel, c'est faisable. La création délibérée d'inondations dans une région soulève des questions éthiques majeures. Je ne m'attends strictement à rien venant de ces gens. On parle de personnes qui ont commis les pires crimes de l'histoire de l'humanité et qui continuent encore de le faire sans aucune gêne. Donc vraiment, ce n'est pas créer des inondations qui sera surprenant ou infaisable. Ce ne sera pas ça leur limite. S'ils tentaient qu'ils ont même une limite.
J'essaie de vous faire comprendre qu'on est en train de parler d'une forme de guerre climatique ou de manipulation environnementale néfaste, avec des conséquences graves pour les populations locales et les infrastructures. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qui favorisent ces inondations. Parce que même si ça avait été naturel, nous aurions été exactement dans la même galère, étant donné qu'on n'a pas l'infrastructure nécessaire pour tanker les pluies. Prenons le cas récent de N'Djamena, la capitale du Tchad. Le terrain dans cette région est plat, mais légèrement en pente vers la ville, ce qui facilite l'écoulement des eaux vers les zones habitées. De plus, le sol est argileux, ça veut dire que ça absorbe pas d'eau, on va dire très peu d'eau. Une fois de plus, ça contribue à l'aggravation des inondations. La situation est similaire dans plusieurs quartiers et villes du Tchad, où de fortes précipitations ont été enregistrées ces dernières années. Dès que les mois d'août et septembre approchent, l'angoisse s'empare des populations. Parce qu'ils se posent vraiment la question, est-ce que je vais réussir à respirer en passant cette saison pluvieuse? Cette année par exemple, l'Agence nationale de la météorologie a annoncé une saison pluvieuse abondante. Bien que la saison ait démarré tardivement, ce sera quand même abondant. L'agence prévoit des précipitations excédentaires avec un surplus d'environ 45% dans plusieurs régions du pays comparé à la moyenne de la période allant de 1991 à 2020. Et on parle vraiment de quelques averses qui suffisent à inonder plusieurs quartiers. Et au-delà de la capitale, de nombreuses autres villes et régions sont touchées, ce qui suscite des inquiétudes normales dans la population. C'est quand même eux généralement qui sont obligés de tout perdre. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le Tchad fait face à un afflux de réfugiés provenant du Soudan voisin qui sont en guerre actuellement. Au cours des 2 dernières années, le Tchad a été frappé par des inondations d'une ampleur inédite. En 2022, environ 1,3 million de personnes ont été affectées dans 18 des 23 provinces du pays. Parmi elles, plus de 350 000 personnes ont été forcées à quitter leur domicile. 350 000 personnes. Et si vous voulez parler d'agriculture, c'est grave. Près d'1 million d'hectares ont été submergés, dont 460 000 hectares de terres agricoles. Pour vous donner une image, ça équivaut à environ 1,150 million de terrains de football. Et ça ne s'arrête pas là. On parle de plus de 19 000 têtes de bétail qui ont été emportées. Toute une partie de l'économie sous les eaux littéralement. Quand on dit que mon affaire a été noyée, ici c'est littéralement ça. 1 an plus tard, la FAO a observé une diminution des terres cultivables inondées, passant de 465 000 hectares en 2022 à 351 000 hectares en 2023. Ça veut dire que même en termes de production de nourriture, vous voyez tout l'impact que ça a directement sur les populations. Alors que la saison des pluies commence au Tchad, elle atteint son apogée au Niger voisin. D'après le dernier bilan des autorités rendu public le 9 août, au moins 95 personnes ont perdu la vie déjà à cause des fortes pluies dans plusieurs régions du pays. La majorité, vous vous doutez bien, ce sont des victimes de noyades. Le 15 août, l'agence de presse nigérienne a rapporté la mort de 54 personnes emportées par les eaux alors qu'elles voyageaient à bord de 2 véhicules de transport en commun, les bus en gros. Et exactement comme le Tchad, le Niger a subi des dégâts sans précédent ces dernières années. En 2022, 195 personnes ont trouvé la mort contre 59 l'année suivante. Ce qui surprend le plus en fait, c'est que ce sont des zones habituellement peu touchées par les pluies qui sont désormais confrontées à des inondations. Les régions habituellement inondables, comme la région du fleuve, je parle de Niamey, de Dosso et de Tillabéri, n'ont pas connu de cas cette année. Depuis le début de la saison des pluies, la région de Taoua dans le nord-ouest du Niger est la plus affectée, notamment après que 2 véhicules de transport ont été emportés par le fleuve, provoquant la mort de 54 personnes les 12 et 13 août. Elle est suivie de près par la région de Maradi dans le sud, frontalière à l'état de Borno au nord du Nigeria. Et à elle seule, Maradi a déjà recensé 14 morts et 256 ménages sinistrés. Au sud de Maradi, l'état de Borno au Nigeria, ainsi que les états voisins de Yobe et Adamawa sont régulièrement frappés par des inondations. L'état de Borno a déjà enregistré les premiers dégâts de l'année, avec près de 1000 ménages affectés dans le camp de déplacés de Mafa. Il y a quelques temps, c'était les états encore qui avaient été le plus touchés par des inondations, causant plus de 300 décès liés au choléra sur un total de 600 décès enregistrés à travers le Nigeria. L'année dernière, OCHA a également rapporté 70 décès et près de 500 blessés dans l'état d'Adamawa au Nigeria. Cette année, NIMET, l'agence météorologique nigériane, a mis en garde contre des précipitations plus fréquentes et intenses dans 13 états, principalement situés au centre et au nord du Nigeria.
La région sahélienne est traversée par plusieurs bassins fluviaux, notamment ceux du Tchad, du Chari, du fleuve Niger, qui interconnectent divers pays via des affluents. Ces cours d'eau débordent et provoquent des inondations qui affectent durement les populations. En 2022, par exemple, les inondations au Nigeria ont été exacerbées par les lâchers d'eau du barrage Lagdo, situé au nord du Cameroun sur le fleuve Benoué, un affluent du fleuve Niger également. Face à ces afflux d'eau des rivières, les autorités camerounaises ont été contraintes d'ouvrir la vanne du barrage, ce qui a amplifié les inondations dans la région. Si on prend le cas de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, plusieurs inondations ont été enregistrées, y compris au centre des affaires, littéralement au centre-ville. D'ailleurs, il suffit qu'il pleuve un peu, c'est-à-dire que la pluie soit un peu forte pour que la ville soit séparée en deux. Kennedy est complètement bouché avec les voitures sous les eaux. Douala, la capitale économique du Cameroun aussi, a également subi des débordements affectant les populations une fois de plus. Des gens qui, du jour au lendemain, perdent tout. Qu'est-ce qui permet les inondations? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à gérer ça? Les sols peu perméables, en particulier dans les régions traversées par les formations cristallines, comme le bassin du fleuve Niger, ça limite l'absorption de l'eau, ce qui favorise des inondations. Ok. Les sols sableux courants dans le Sahel sont également sujets à l'encoulement, ce qui réduit leur capacité à infiltrer l'eau. Ok, maintenant ces facteurs naturels qu'on ne peut pas contrôler s'accompagnent par l'expansion urbaine non contrôlée et l'occupation des zones inondables. Ça aggrave la situation. De nombreuses municipalités vendent des terrains dans des zones à risque pour maximiser les recettes, ce qui met la population en danger lorsque les inondations arrivent. Et ce n'est même pas ça le pire. Il n'y a pas dans nos villes des systèmes d'irrigation efficaces. On parle de zones à risque. Dites-vous que tout le centre-ville de Yaoundé, Cameroun, est construit sur le fleuve Mfundi. Ça veut dire qu'on ne laisse pas circuler le fleuve. Non, on l'étouffe. Résultat, il suffit d'une pluie pour créer une catastrophe. Nos villes sont tellement mal pensées, tellement mal construites que gérer ce genre de problème est pratiquement impossible. Il faut tout repenser. Maintenant, si on doit parler de solutions, on peut déjà construire des infrastructures pour améliorer la rétention, l'irrigation et l'infiltration de l'eau. Ça va beaucoup aider. On ne réalise peut-être pas ce que c'est. Mais imaginez-vous, vous vous réveillez en panique totale avec votre maison entièrement sous les eaux. Et absolument tout a été noyé. Tout ce que vous avez acheté, toute votre vie sous les eaux. C'est à un niveau tel où vous ne pouvez rien sauver. Vous êtes obligé de repartir et de démarrer quelque part ailleurs de zéro. Tout ce que vous avez pu avoir ou accumuler dans votre vie, noyé. Pour avoir déjà personnellement vécu 3 inondations mineures, j'imagine la violence indescriptible de ceux qui vivent les inondations majeures. Donc quand on parle d'inondation, ne vous dites pas que c'est parce que ce sont les eaux que ça va. C'est beaucoup plus facile de survivre à une inondation qu'à un incendie. C'est extrêmement dur. Et aussi, si on pourrait avoir des réglementations beaucoup plus strictes sur les constructions, éviter l'occupation des zones inondables et respecter les normes urbanistiques et hydrologiques lors de la planification des bâtiments, des ouvrages hydrauliques, une fois de plus, ça va aider. Ça va grandement aider à réduire les risques pour les populations. Pour les gens qui du jour au lendemain perdent tout. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.